Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voix pour accoucher. Il y a la voix basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Les maisons de naissance, comme toute équipe médicale, révisent régulièrement leurs protocoles pour garantir la sécurité optimale des accouchements. Après un premier accouchement médicalisé et peu respectueux, Floriane désirait vivre une naissance naturelle pour son deuxième bébé. Dès le début de sa grossesse, elle ressent le besoin de se préparer à cette nouvelle expérience avec le soutien de ses sages-femmes. Le jour de l'accouchement, alors qu'elle préparait sa valise à la hâte, elle s'est vite rendue compte que son bébé arriverait plus vite que prévu. Cet accouchement particulier a non seulement constitué un tournant pour Floriane, mais a également incité la maison de naissance à ajuster ses protocoles concernant les accouchements. Investie dans la cause, Floriane est devenue présidente de l'association Manao, où elle milite pour soutenir les maisons de naissance et promouvoir les accouchements respectueux et physiologiques. Aujourd'hui, Floriane nous raconte son histoire. Bonjour Floriane. Bonjour Capucine. Bonjour Floriane et bienvenue dans notre podcast. Merci, bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de raconter ton récit de maternité à notre micro. On est très contente de t'accueillir à nos côtés et d'entendre ton histoire aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va te demander de te présenter. Moi, je m'appelle Floriane, j'ai bientôt 40 ans. Dans la vie professionnelle, je suis chef de projet dans les transports publics. Et j'ai donc un conjoint et 2 enfants, donc Ewen et Maë, qui ont actuellement 4 et 7 ans. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement? Donc à Manao, sur l'île de la Réunion, où je vis. Ça marche. Avant de parler de ton vécu, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Donc une maison de naissance, c'est un lieu où les femmes sont accompagnées, enfin les couples sont accompagnés tout au long de la grossesse et en postpartum à un accouchement physiologique. Ça veut dire un accouchement naturel qui respecte la femme, qui respecte ses choix. Les maisons de naissance sont gérées par des sages-femmes et on a une convention avec un établissement partenaire, donc un hôpital. Donc en général, les maisons de naissance sont soit au sein de la maternité ou soit juste en face. D'accord, merci pour cette précision. On va parler aujourd'hui du parcours en maison de naissance et notamment ce qui t'a poussé à faire ce choix malgré certaines peurs que tu pouvais avoir. Pour mon fils aîné, j'avais le souhait d'avoir un accouchement physiologique. Après, j'habitais à ce moment-là en Bretagne. Il n'y avait pas forcément, c'était en 2016, donc il n'y avait pas ce genre de dispositif. Et il y avait très peu de sages-femmes dans le secteur où je vivais, donc j'ai pas franchement trop eu le choix de l'accompagnement. Et c'est vrai que j'ai pas du tout eu un accompagnement qui m'a préparé à un accouchement physiologique. Déjà, on était 4 par séance avec des projets complètement différents. Et voilà, ce que m'a dit ma sage-femme, c'est que j'allais avoir mal et que finalement la péridurale, c'était pas mal. Donc au final, du coup, j'ai pas du tout eu un accouchement naturel physiologique. En plus, j'ai eu des suites négatives de la péridurale. J'ai failli partir en césarienne. Bon, par chance, ça s'est pas fait. Et donc c'est vrai que pour mon deuxième, j'avais toujours ce souhait-là. Et on venait juste d'arriver à La Réunion quand j'ai appris que j'étais enceinte du deuxième. Et voilà, du coup, je me suis renseignée. En gros, ma première question, c'était est-ce qu'il y avait des hôpitaux ou des maternités qu'on ne me conseillerait pas? J'étais plutôt dans la négative. Et là, on m'a parlé de Manao, de la maison de naissance. Donc voilà, après, je me suis renseignée. Bon, j'avais des craintes. J'avais peur de pas réussir à accoucher de façon naturelle. C'est vrai qu'on m'a parlé du retour précoce à la maison. Au début, j'avais des réserves, surtout que j'avais accouché pour mon aîné dans une maternité privée où on était en chambre individuelle, enfin pro-allaitement. Enfin, donc globalement, le séjour s'était bien passé, même s'il y avait toujours des petits trucs, mais je n'avais absolument pas à me plaindre de mon séjour en maternité pour l'aîné. Donc voilà, du coup, c'était un petit peu un frein. Et puis bon, au fur et à mesure, on s'est fait à l'idée et bon, finalement, on s'est dit que le retour précoce à la maison avait pas mal d'avantages. Et tout au long de mon parcours, j'ai eu oui, cette crainte de pas y arriver, de pas accoucher de façon naturelle. Pour mon aîné, j'avais mal, donc pour moi,
voilà, accouchement disait forcément douleur. Et c'est vrai que quand ma sage-femme me parlait de vagues ou d'intensité, je me dis, ouais, elle est sympa, mais bon, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans mon corps pour l'aîné. Oui. Merci pour tout ce que tu viens de nous partager. On va revenir un tout petit peu en détail sur certains des points que tu viens d'évoquer, qui sont intéressants. Donc tu nous as expliqué ton premier accouchement qui s'est fait en métropole, ton arrivée à La Réunion qui t'a amené à découvrir Manao. Tu dis que quelqu'un t'en a parlé. Est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées sur place ou est-ce que c'est peut-être par un médecin, la PMI ou qui t'a parlé en premier de la maison de naissance? Via les réseaux sociaux, j'avais posé une question sur un groupe Facebook d'entraide locale. Donc, beaucoup de personnes m'ont parlé de Manao très spontanément, puis d'une autre maternité dans le secteur. Et après, il s'avérait qu'en discutant par hasard, en fait, j'avais une collègue qui avait accouché à Manao pour ses 2 enfants. D'accord. Quand ta collègue t'en a parlé, ou bien les premiers retours que tu as eus sur les réseaux sociaux, finalement, quand tu as posé cette question, tu t'es fait une image, j'imagine, de la maison de naissance avant ton premier rendez-vous, avant ta première visite. Qu'est-ce que tu t'étais figuré sur ce lieu? Bah, c'était magique. Enfin, tous les retours que j'ai eus ont été ultra positifs. Donc, ça correspondait à mon souhait déjà d'avoir un accouchement naturel. C'est vrai que le fait d'être suivi et d'accoucher avec une sage-femme qu'on connaît était un grand soulagement pour moi. Ça me permettait de me sentir plus sécurisée. Voilà. Du coup, c'est vrai que c'était hyper positif, les retours, et moi, j'avais très envie de pouvoir être suivie. Donc, je pense que comme toute maman, enfin future maman, on arrive au premier rendez-vous hyper en stress en espérant qu'on rentrera dans les critères parce que au final, la sage-femme elle m'a posé quand même énormément de questions et il y avait des trucs, je me suis dit ah merde, j'avais pas pensé à ça. Enfin du coup, il y a eu un petit coup de stress, mais c'est vrai que voilà, après j'ai eu, ouais, bon, on va dire mon état de santé me permettait d'accoucher sans souci à Manao, aux maisons de naissance, et l'état de santé du bébé aussi était compatible, on va dire. On peut dire ça comme ça. Parfait, t'as pu être acceptée. Et quand t'en as parlé avec ton conjoint de ce projet, quelle a été sa réaction? Après, il avait eu des questions un petit peu de base, mais on est allé à la réunion d'information ensemble. Il a été rassuré parce que c'est vrai que c'est vraiment Manao est contigu totalement avec la maternité. Il y a juste une porte qui sépare. Moi, je sais que j'ai eu des complications liées à la péridurale, clairement. Donc moi, c'était aussi rassurant pour moi de me dire que je pourrais ne pas en avoir parce que je supporte très mal les anesthésiants, enfin ce genre de choses. C'est toujours mon corps n'accepte pas trop. Donc je savais qu'ensuite de couche, ça serait plus simple et voilà, lui, globalement, il était assez partant sur l'idée. Je pense que la visite à la maison de naissance et voilà la présentation des sages-femmes l'ont rassuré. Et après, lui, il a fait toutes les séances de préparation à la naissance. Ok. Et donc ton conjoint, lui, il était rassuré, il était pour ce projet, t'accompagner dans cette démarche. J'imagine aussi que vous avez parlé de ça avec votre entourage, que ce soit des amis ou de la famille. Alors en plus, avec la distance, ça a dû peut-être ajouter une dimension. Et quelle était la réaction de votre entourage et comment ils ont reçu ça? Est-ce qu'ils connaissaient les maisons de naissance? Est-ce que vous leur avez fait découvrir? Est-ce qu'il y a eu des réticences peut-être à ça? Oui, alors globalement, il connaissait pas du tout. Alors c'est vrai que déjà pour mon aîné, moi j'ai un petit peu cassé tous les codes parce que j'étais la première de ma famille à allaiter, à faire une couche lavable, le portage, enfin faire un peu la totale. Donc voilà, c'était encore, enfin en gros les retours que j'ai eus, c'est tu fais encore les trucs bizarrement, enfin voilà, tu peux pas faire les choses normalement, ce genre de choses. Moi la distance, je l'ai plutôt bien vécu parce que du coup je disais ce que je voulais et c'était plutôt C'est bénéfique. pratique. Voilà, enfin, clairement, c'était très pratique finalement la distance, même si des fois c'est pas pratique. Voilà, après j'ai beaucoup rassuré, j'avais montré des photos, j'avais voilà dit c'est à l'hôpital, c'est tout comme gna gna gna. Bon, de toute façon après, moi j'avoue que j'ai eu quelques remarques pour mon aîné et j'étais un peu blasée, donc finalement moi j'écoutais plus à la fin les commentaires négatifs. Enfin, voilà, je faisais un peu l'autruche. Mais voilà, après, j'ai pas mal expliqué ce qu'était une maison de naissance et je trouve que malgré tout, c'est rassurant qu'on sait que c'est géré par des sages-femmes qui sont quand même ultra compétentes, qu'on est contigu à l'hôpital, qu'il y a un suivi finalement plus important que, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression d'avoir un suivi gynéco beaucoup plus important puis personnalisé que pour mon aîné où voilà, j'ai changé de gynéco, enfin, mais c'est vrai Oui, je que ce comprends. que j'ai constaté à ce moment-là, ce qui a aussi eu des répercussions sur la suite au niveau de mon engagement à Manao, c'est que je me suis rendu compte que le métier de sage-femme était mal connu, dévalorisé et peu Mm. respecté, hein. Oui, c'est assez juste. Et pour en revenir à ton entourage, donc finalement, ça vous a permis un peu de vous protéger d'une certaine façon, la distance géographique avec les gens. T'as réussi à rassurer aussi en expliquant un petit peu le contexte et la prise en charge réelle des maisons de naissance. Mais je me demandais,
Est-ce que dans ces réactions, quand on t'a dit mais pourquoi tu fais pas les choses comme les autres, etc., est-ce que des gens ont essayé de te dissuader ou ça a été juste des réactions un petit peu vives, mais qui finalement, derrière, se sont très vite apaisées avec tes explications? Bah, je t'avoue, je m'en souviens pas trop, parce que moi, en général, les gens qui essayent de me dissuader de quelque chose, j'écoute pas, je retiens pas, je passe à autre chose. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y avait pas de possibilité de me dissuader, parce que j'étais convaincue de mon choix, je savais que c'était ce qu'il me fallait. Ça date un peu, il va bientôt avoir 5 ans, mais je pense pas. Je pense que de toute façon, enfin, moi, je pense surtout à ma mère avec laquelle j'en ai plus parlé, et elle me connaît, donc elle savait que c'était mon choix, et elle était plus à le respecter. Après, ma belle famille, je pense que il y avait peut-être plus de réticence, mais bon, après, ils nous faisaient confiance aussi. Ils savent enfin, qu'on prend pas des décisions. On n'allait pas prendre une décision qui allait mettre ma vie en danger, ni celle du bébé. Oui, bah, tant mieux alors si vous avez pu avoir la confiance de tout le monde dans ce projet. On va voir un peu maintenant comment ça s'est déroulé, le suivi avant tout. On va commencer par te demander comment ça s'est passé les visites mensuelles, à quel rythme ça se passait et aussi à quel moment. Alors selon les maisons de naissance, ça varie. Parfois, les séances de préparation sont suivies. Des consultations, ça fait un grand tout, on va dire. Puis parfois, c'est vraiment des séances distinctes. Est-ce que ça a été ton cas? Et est-ce que c'était aussi en individuel ou en groupe, ou est-ce que ça dépendait des fois? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu finalement tous ces mois de grossesse, comment tu as été accompagnée et comment les sages-femmes ont été présentes pour toi, que ce soit sur le plan psychologique, parce que tout à l'heure tu as évoqué certaines de tes peurs, mais aussi sur le plan gynécologique, vu que tu as fait une comparaison avec ton premier accompagnement en métropole, où finalement tu t'es sentie plus suivi par les sages-femmes de Manao que ce que tu avais pu connaître la fois précédente. Oui, du coup, moi, c'était très distinct. J'avais une sage-femme qui faisait mon suivi médical et une qui faisait le suivi de grossesse. Donc, c'était un peu à l'organisation qui n'était pas courante à ce moment-là, parce que ma sage-femme de secteur était en congé le jour de, enfin, à la date de terme, parce qu'en plus, bah, j'ai accouché pendant les vacances d'hiver austral, donc en août, mais enfin, d'été pour vous. Voilà, donc moi, j'ai eu c'était un peu spécifique ma situation. Donc, en effet, j'ai eu une sage-femme qui m'a fait tout mon suivi de grossesse, donc on a commencé assez tôt. Et c'est vrai que c'était vraiment personnalisé, c'était très respectueux aussi. Enfin, elle faisait pas de gestes intrusifs. Elle faisait vraiment ce qui était nécessaire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai apprécié, quoi, de pas avoir de vérification gynécologique outre mesure. Après, pour les échographies, à ce moment-là, les sages-femmes de Manao ne les faisaient pas, donc on était orienté vers une gynéco de notre établissement partenaire qui était top, qui était aussi dans la démarche. Donc voilà, moi ça a été super positif à ce niveau-là. Et quand j'avais des besoins spécifiques, que la sage-femme c'était pas son domaine de compétence, elle nous orientait vers d'autres professionnels aussi qui adhéraient à la démarche. Donc au niveau suivi gynéco, moi j'ai vraiment apprécié. Et après mon suivi de préparation à la naissance, du coup ça a commencé un peu plus tard que le suivi gynéco, enfin de façon logique, on va dire. Pareil, moi j'ai eu juste avec une sage-femme qui correspondait aux souhaits que j'avais aussi de naissance ou d'accompagnement. Voilà, elle s'est adaptée aussi à moi. Moi c'est vrai que j'avais pas du tout de question de l'allaitement vu que j'avais allaité mon aîné 21 mois. On n'a pas du tout, on a très peu abordé la question finalement parce que j'avais pas de besoin. Voilà, j'avais plus besoin de sophro, de me déstresser, de me détendre. Donc, on a fait pas mal de sophro, d'explications aussi sur l'accouchement naturel, parce qu'au final, ça a rien à voir par rapport à un accouchement qui n'est pas naturel, enfin, notamment toutes les étapes. Moi, j'avais besoin vraiment bien de comprendre tout. Mon conjoint aussi, là, c'est procédurier carré, donc il voulait bien genre étape 1, étape 2, étape 3. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment adapté à nous, nos besoins. Et c'est vrai que jusqu'à la veille de mon accouchement, je l'avais vu. Moi, j'étais encore à ce moment-là de doute que ça faisait pas mal. Ou, enfin, voilà, quand elle me disait c'est des vagues intenses, je me suis dit, ouais, bah, c'est sympa, mais non, moi, je te crois pas, quoi. Donc, jusqu'à la veille, on en parlait. Et elle me disait, il faut vraiment que tu fasses un revirement à 360 degrés, tout ça. Voilà, en fait, on en rigolait beaucoup parce que j'étais pas du tout convaincue. C'est vrai que la période où j'ai accouché aussi en 2019, à ce moment-là, il n'y avait pas eu le Covid, donc il y avait beaucoup d'échanges entre des mamans. Donc, soit des femmes enceintes qui allaient accoucher après moi, soit qui étaient enceintes et après elles ont accouché. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec des mamans qui avaient déjà accouché et en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé le jour J de vraiment me dire, bon, ok, je change de braquet, j'arrête de me dire que je vais avoir mal. Et là, en effet, il y en a plein qui l'ont fait avant moi.
Moi, ma sage-femme, en plus, elle avait déjà accouché, donc je me suis dit: «Bon, peut-être qu'elle raconte pas des conneries, je vais la croire» et puis bon, bah, au final, j'ai accouché de façon, extrêmement naturelle, vu que j'ai eu un accouchement inopiné à domicile, donc non assisté vu que voilà. Et est-ce qu'à part ce suivi à la maison de naissance, tu as vu, d'autres professionnels de la périnatalité? Tu parlais de séances de sophrologie. Est-ce que c'était avec les sages-femmes de Manao ou est-ce que c'était avec, un ou une professionnelle, qui travaille en partenariat avec? Et aussi peut-être que tu es allé, je sais pas, voir un ostéo, un kiné, faire du yoga, du chant, quelque chose en fait, que ce soit une aide à la grossesse ou une aide à l'accouchement, pour peut-être t'accompagner dans ces peurs ou ces questionnements, on va dire, face à la douleur de l'accouchement? Pas beaucoup, j'avoue, j'étais aussi en contexte, on venait d'arriver à La Réunion. À ce moment-là, j'avais pas de voiture, je travaillais, j'avais le petit, pas de famille. Enfin bon, voilà, c'était, très intense. En gros, vraiment, ma deuxième grossesse, je me suis pas beaucoup occupée de moi. J'étais un peu en mode survie. Donc j'ai fait du diabète gestationnel. Donc là, j'ai vu une diabétologue, mais comme mon médecin m'avait prescrit, il s'avérait que quand je lui ai parlé de Manao, elle a trouvé ça fantastique. Enfin, elle était à fond. Enfin, en plus, elle venait d'accoucher, elle allaitait sa fille, donc ouais, elle était vraiment dans l'état d'esprit. J'ai vu un kiné et j'avais pris un rendez-vous chez un ostéo, mais en fait, j'ai accouché plus tôt que prévu. Donc en fait, je suis allée chez l'ostéo et ça faisait 2 jours que j'avais accouché. J'y suis allée pour pas annuler le rendez-vous à la dernière minute, mais au final, c'était un peu tard, mais c'était marrant. La séance. Parce qu'il a pas compris. En fait, quand je lui ai dit que je l'ai vu le lundi matin, j'avais accouché le samedi, mais il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, genre, pourquoi vous êtes en liberté un peu, quoi. Voilà, il connaissait pas trop Manao et c'était Liberté. assez drôle de lui dire, mais vous êtes pas à la maternité? Je dis, bah non. C'était assez marrant. Et pour finir sur ce sujet, ce que moi j'ai trouvé son anecdote très intéressante, il m'a dit que c'est la première fois qu'il manipulait une femme qui venait d'accoucher d'aussi peu de temps. Et donc j'ai eu un accouchement bah, totalement naturel. Il m'a dit, votre corps n'a aucune trace de l'accouchement, il n'y avait pas de problème de dos, enfin tout va bien. Moi là-bas, j'avais aussi pris rendez-vous parce que j'avais mal au dos, enfin comme toute femme enceinte à terme. Et voilà, il m'a dit, votre corps, on sent qu'il est bourré d'hormones, mais enfin, il y a aucun séquelle, quoi. Il est parfait. Enfin, et voilà, il était assez bluffé de ça. C'est un retour, je trouve, assez intéressant, parce que j'imagine qu'en effet, c'est pas tous les ostéos ou kinés qui peuvent manipuler des corps, tout juste, sortis d'un accouchement donc merci, pour ce témoignage. Je pense que c'était une précision, assez intéressante. Pour en venir à des questions un petit peu plus pratiques et matérielles aussi, et avant de se lancer dans le récit plus concret, de ton accouchement, j'aurais aimé savoir ce que ça a impliqué pour toi d'accoucher en maison de naissance, sur, tous les aspects, d'investissement. Alors au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'en maison de naissance, on sait qu'il y a des questions de distance. Alors bon, toi, tu habitais proche, donc ça te concernait pas, mais il y a aussi, tout ce qui peut être, frais d'inscription, frais, d'astreinte, vu que ce sont des sages-femmes libérales qui ont des systèmes d'astreinte à rémunérer. Il y a aussi, tout le bagage, à amener pour le jour de l'accouchement. Je pense notamment, à des alaises, à des serviettes de toilette, toutes ces choses qui finalement d'habitude sont fournies par, les cliniques ou les hôpitaux. Et aussi après le pan personnel, tout ce qui peut être, de l'investissement, dans justement, les séances de prépa ou peut-être, après, l'association des usagers, les associations de parents qui peuvent, comme tu disais tout à l'heure, amener à des échanges ou ce genre de choses. Qu'est-ce que toi, dans ton cas, à quel niveau tu t'es impliqué? Qu'est-ce que ça t'a coûté dans tous les sens du terme? Est-ce que tu trouves que ça valait le coup, finalement, tout ça? Alors sur l'aspect financier, bah, nous, on s'attendait à ce que ça soit beaucoup, beaucoup plus cher que ça. On était très agréablement surpris. Bon, après, les tarifs ont évolué depuis. J'ai plus trop souvenir, mais c'était, enfin, nous, on s'attendait à payer dans les 2 000 à 3 000 € et c'est pas du tout ce qu'on nous a demandé. Donc après, à la réunion d'information, bah, les sages-femmes ont bien expliqué, en fait, le système de pourquoi on demande. Déjà, il y avait une cotisation à l'association de 20 €. Donc, on va nous expliquer pourquoi c'était sous format associatif. Plus après, ces histoires de dépassement d'honoraires. Enfin, il y en avait pas à ce moment-là, plutôt les astreintes, parce qu'en fait, c'est des actes qui sont obligatoires mais pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, du coup, c'était assez clair. Donc nous, par rapport à notre situation financière, ça n'a jamais été un souci. Bon, après, on n'est pas en difficulté, on a tous les deux des emplois stables, donc c'était pas un sujet. En effet, donc on habitait à côté, donc c'était pas trop un sujet. Par contre, en termes d'investissement de mon conjoint, il a voulu faire toutes les séances. Donc après, la sage-femme nous avait permis de nous mettre les créneaux qui nous allaient. Et c'était organisé parce qu'on ne pouvait que le vendredi après-midi. Et
voilà, elle s'était organisée pour nous caler toujours une séance le vendredi après-midi pour qu'il puisse venir. Par rapport au sac, bah moi du coup comme j'ai accouché plus tôt, je l'avais absolument pas fait. Grosse erreur. En fait, j'ai accouché 3 semaines avant et en fait j'ai préparé mon sac pendant l'accouchement et j'avais même pas fait la liste. Enfin, j'étais un peu à l'ouest et voilà. Du coup, je sais plus trop ce qu'il fallait, mais bah, du coup je l'ai pas fait et puis j'ai accouché à la maison. Je suis restée à domicile. Voilà. Moi, je me souviens juste c'est qu'il fallait un peu de sac. Il fallait un sac pour Manao et un sac au cas où maternité si on devait rester. Mais en tout cas. Je pense pas qu'à Manao, il faille emmener de serviettes de toilette, tout ça. Enfin, j'ai vraiment pas souvenir. Moi, j'avais souvenir genre d'un encas, de l'eau, de la musique, enfin, une tenue confortable, un change et puis bah, un petit habit pour le bébé, mais c'est tout, quoi. Après, sur l'aspect investissement, moi, je trouve que le plus gros investissement, c'est en temps. Donc, à Manao, on a une association qui porte la maison de naissance, dont les usagers et les sages-femmes sont adhérents. On n'a pas des assos distincts comme ça peut être le cas dans d'autres maisons de naissance. Donc oui, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, c'est des bénévoles qui font tourner ça. Donc c'est les sages-femmes qui sont du temps bénévoles pour faire fonctionner la maison de naissance, mais aussi des usagers. Donc là, je suis actuellement présidente de l'association. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Nous, pour Manao, on a dû faire en 2022 la demande de renouvellement de l'autorisation d'exercice. En plus, les décrets sont parus tardivement, donc on a eu très peu de temps pour le faire. C'est tombé pendant les vacances de Noël. Enfin, ça a été un gros investissement pour notre sage-femme coordinatrice et moi-même de faire ça. Et voilà, là, à ce jour, ça reste un sujet qu'on est peu finalement impliqué en tant qu'usager dans les maisons de naissance, que ce soit au sein du collectif ou au sein de la maison de naissance, je dirais, locale. Et c'est vrai que c'est pas neutre en fait. C'est vraiment pour moi la partie la plus difficile à stabiliser, c'est l'implication. On constate de plus en plus le côté un peu consommateur des usagers. Ils viennent à la maison de naissance, ils font leur suivi, ils sont super contents et puis bah, ils viennent aux ateliers qu'on organise. Mais après dans la vie de tous les jours, bah, on est très peu nombreuses à être dedans. Et c'est ça qui est pour moi le plus en termes d'investissement le plus conséquent. Oui, je comprends et j'en profite d'ailleurs, pour, rappeler, tu as parlé du collectif, sans préciser plus que ça et c'est vrai qu'il existe un collectif, national du coup, qui rassemble toutes les maisons de naissance aujourd'hui, sur tout le territoire français et c'est important de l'avoir en tête. Même si, on a peu de temps, c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Potentiellement, on peut donner aussi des petits coups de main comme tu dis, que ce soit à un niveau national ou à un niveau, peut-être, plus local. Aujourd'hui en plus, la les maisons de naissance ont été, légiférées, c'est devenu quelque chose d'absolument admis, sauf qu'il y a quand même des gens au niveau politique qui remettent ça en question en permanence. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a créé ce podcast. C'est parce que on essaie de porter un peu toutes ces voix, que ce soit des sages-femmes ou des usagers, pour pouvoir témoigner finalement de la pertinence de ces projets et de ce choix supplémentaire à offrir à toutes les femmes du territoire français. Je partage ton point de vue, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. C'est un peu dommage de ne consommer que la maison de naissance sans forcément aider. Après, c'est propre à chacun et c'est respectable aussi. Mais en tout cas, s'il y a des gens motivés, n'hésitez pas à vous manifester à vos maisons de naissance ou même envoyer un petit mail au collectif des maisons de naissance. Ce sera toujours avec grand plaisir qu'on vous accueillera et avec seulement ce que vous aurez à offrir, ça c'est sûr et certain. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur les peurs que tu avais par rapport à ton premier accouchement et finalement à ton suivi que tu as eu à Manao avec tes sages-femmes. Tu parlais que tu avais été rassurée avec ce suivi très personnalisé. Sur, tu as aussi évoqué le fait finalement que ça avait été intéressant le processus de compréhension de ce qu'était la physiologie de l'accouchement au fur et à mesure de toute ta grossesse, et pour toi et pour ton conjoint. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur des peurs ou des angoisses que tu avais et sur la façon qu'ont eu les sages-femmes de t'accompagner là-dedans? Pas vraiment, en fait, j'avoue que je les ai très peu exprimées. Je suis plutôt du genre introvertie, donc c'est vrai que j'ai peu exprimé. Voilà, j'ai eu des peurs de perte du bébé, tout ça, mais je l'avais pas exprimé. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, en fait, le truc qui a été très bizarre pendant tout mon accompagnement à Manao, c'est qu'à chaque fois que j'allais à Manao, je le sentais pas.
notamment dans les chambres de naissance, j'avais un très mauvais pressentiment. Ça, je l'avais pas exprimé parce que pour moi, c'était la preuve que j'allais craquer, que j'allais demander la péridurale et que j'allais accoucher en maternité. Bon, finalement, je n'ai pas accouché à Manao, donc c'est peut-être ça, mais voilà, c'était la chose que j'ai vraiment vécue quand j'étais dans Manao, les salles de préparation à naissance, ça allait. Quand j'étais dans les salles de naissance, je bloquais vraiment. Comme je disais, j'avais un très très mauvais pressentiment et ça, non, clairement, je l'avais pas exprimé. Pas peur de trop le conscientiser. En fait, je me disais, ben, on verra bien le jour J comment ça se passe. Donc j'ai peu exprimé au final. Après voilà, les sages-femmes, en tout cas celle que j'avais, fine psychologue, donc elle m'avait très bien cerné à ce niveau-là, même si je lui disais rien. Voilà, elle avait connaissance de mes craintes. Enfin, comme je disais, jusqu'à la veille de mon accouchement, elle en plaisantait en me disant qu'il fallait vraiment enfin, que j'écoute quoi, que je lui fasse confiance sur ce qu'elle me disait, ce qu'elle m'avait appris. Je pense que dans le fond, ma peur, c'était de pas en être capable. Et là-dessus, moi, elle m'a accompagnée. Ça marche. Eh ben, merci pour tout ça. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Malgré du coup tes peurs, ce que tu as exprimé, pas exprimé, ou les plaisanteries que ta sage-femme a pu faire sur tes hésitations, est-ce que tu considérais avoir tout ce qu'il te fallait pour aborder malgré tout un accouchement physiologique? Bah oui, parce qu'au final, le jour J, quand j'ai commencé à avoir, enfin, j'ai compris que le travail commençait. Voilà, à un moment, je me suis dit bon, faut que je leur fasse confiance, faut que je me lâche, faut que je me fasse confiance. Comme je disais, j'ai vu plein de femmes qui ont accouché de façon naturelle, dont lesquelles c'était le premier enfant où là, j'étais encore plus, j'étais admirative qu'elles aient fait une maison de naissance pour un premier. Enfin, moi, je sais que j'aurais peut-être eu plus de mal pour le premier que le deuxième. Et voilà, je me suis dit, bah, faut que je fasse confiance à mon corps, je connais tout le process, j'avais bien potassé. Donc, du coup, je me suis mis en mode méditation au début. Donc, j'ai médité pendant plusieurs heures. Donc, le travail a commencé vers 22 heures. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis réveillée, enfin, je me suis levée en me disant, bon, faut que je fasse mon sac. Je l'ai pas fait. Enfin, j'ai commencé un peu à paniquer. Et puis, en fait, en faisant le sac, bah, sans le comprendre, j'étais en train d'accoucher et là, enfin, je m'en souviens, mon fils aîné s'était levé, il était 7 heures du matin. La veille, c'était son anniversaire. Il était en train de jouer avec ses jouets. Mon conjoint venait me faire des points d'acupression. Entre-temps, il lui faisait son petit déj. Il m'aidait à faire le sac. Et à un moment, il m'a dit, non, mais laisse tomber le sac. On y va. Et puis, bah, au moment où il m'a dit, on y va, je lui dis, bah, je vais me rincer dans la baignoire parce que j'ai mal au dos. Je me suis mis de l'eau froide. Et puis, bah, j'ai mis ma main sur la vue. Je me suis dit, oh, bah, je le sens, il est là, quoi. Puis, bah, et 30 secondes après, il est né. Donc, dans l'absolu, j'aurais eu largement le temps d'aller à Manao, sauf que j'ai tellement eu mal pour le premier que en fait le deuxième j'ai rien senti quasiment et je crois que j'ai tellement lâché tous mes verrous, toutes mes peurs qu'au final bah, mon corps a fait le job, l'esprit aussi. J'avais fait beaucoup de méditation et puis bah, voilà, du coup il est né un petit peu comme ça. Donc après bah, on a appelé la sage-femme, elle a posé quelques questions à savoir si je perdais du sang, des trucs comme ça. Mon conjoint il a dit non, c'est l'équivalent d'un petit verre d'eau. Elle a dit ah c'est parfait. Puis voilà, du coup elles sont arrivées après les deux. Elles ont vérifié, elles ont vu que c'était OK, que j'avais pas de soucis, enfin, que le bébé allait bien. Ma sage-femme de référence m'a aidée pour la délivrance du placenta parce que là, j'étais complètement bloquée, tétanisée. J'avais mon bébé dans mes bras. Je me disais, mais c'est quoi ce bazar? En plus, je m'étais arrosée d'eau froide, j'avais froid. Enfin, là, j'ai eu le peu le contre-coup. Je me sentais, enfin, je commençais un peu à paniquer. Mon gars m'a rassurée, elle m'a dit, tout va bien, tu vas bien, le bébé va bien. Voilà, elle a checké. Après, elle m'a dit, bah, c'est bon, vous pouvez rester là, on va pas à Manao. Et voilà, du coup, j'étais le premier accouchement comme ça à domicile à la maison. Donc, c'était un peu rigolo parce qu'elles n'avaient pas du tout le matos. Enfin, elles avaient des trucs de base qu'il faut, quoi. Mais voilà, au final, oui, je pense que j'ai tellement lâché les verrous et fait confiance à tout ce qu'on m'a appris qu'au final, à chaque fois que j'ai eu une petite situation difficile où bah, j'ai eu quand même des vagues, des contractions un peu douloureuses, bah, je me suis rappelée soit d'un mot de ma sage-femme, soit d'un truc que j'avais lu et du coup j'ai utilisé l'outil. Enfin, en gros, dans ma tête, j'avais une énorme boîte à outils dans la tête et dès que j'avais besoin d'un truc, j'utilisais. Mon conjoint, il m'appuyait sur tous les points d'acupression qu'il avait appris, qu'on avait vu ensemble, qui nous correspondaient. Et au final, ça s'est fait plus ou moins rapidement. On va dire, j'ai un accouchement qui reste rapide, puis ça a duré, je pense, à peu près 9 heures en tout, entre le début et vraiment le tout début et l'accouchement. Mais au final, je pense que les phases un peu décisives se sont passées très, très vite. Enfin, ça s'était passé un peu comme ça pour mon aîné. Et c'est vrai que j'avais pas trop pigé non plus. Je pensais que moi, l'accouchement naturel, ça allait durer 20 heures. Je pensais pas ça. C'est un peu, voilà, c'était pas, quand on était en train de se préparer pour partir à la maison de naissance, il devait être 6 heures du matin. Pour moi, j'allais rentrer à 18 heures ou 20 heures. Enfin, pour moi, on en avait pour la Oui. journée, hein. Non, pas du tout.
Et du coup, vous avez pas appelé votre sage-femme avant que tu accouché? Vous avez pas eu l'occasion d'en parler avec elle Bah, en avant? fait, moi déjà, comme je m'étais dit en mode, j'allais être un boulet, tout ça, quand le travail, quand j'ai senti que ça commençait, c'était la nuit, donc je me suis dit, non, moi, je vais pas l'appeler, dans la Oui, nuit, je veux pas la réveiller, faut qu'elle soit en forme, ça va durer longtemps et tout. Bon, ça, on fait beaucoup cette erreur, hein. On est plusieurs mamans, dans ce cas-là, de pas oser les appeler la nuit, donc à chaque fois, elle nous rappelle si, vous appelez, il y a pas de problème. Surtout, je l'avais vue la veille, donc elle savait que c'était imminent, elle me l'a dit après, elle m'a dit que tu contractais déjà, donc je savais qu'on allait se revoir, le lendemain. Et donc, si du coup, on l'a appelé pour lui dire, bah, on y va. Donc, elle a dit, OK, je pars. Et en fait, après, on l'a appelé une fois que le bébé est né pour dire, bah, il est là. Donc, elle a dit, bon, bah, je vais pas à Manao, j'arrive chez vous. Donc, elle était en route. Elle est arrivée 5 minutes après, je crois. oui, C'était très rapide vu bah, on était en train de partir finalement quand le bébé est né. oui. Et ton compagnon, il était où au moment où le bébé arrivait? Est-ce que tu étais Ah bah, encore il toute était seule dans ta à, douche ou il t'a rejoint? Non, 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 parce qu'en fait, je lui avais dit, je sens que ça vient, mais j'avais formulé ma phrase un peu bizarrement, pas très claire. Donc, du coup, il avait dit à la sage-femme, ouais, bon, en gros, ça s'accélère là. Donc, elle a dit là, elle nous avait dit, bah, venez, là, c'est le moment. Mais voilà, en fait, les indications que j'avais données n'étaient pas très claires. En gros, j'avais un peu le cerveau coupé en deux. J'avais eu des signes comme quoi le travail était vraiment, vraiment avancé. Et d'autres où je me disais, oui, j'avais pas beaucoup mal. Au final, pour l'aîné, j'ai accouché aussi par les reins. Donc, c'est quand le bébé a bien la tête en bas, mais sa tête tape dans le coccyx, donc ça fait des contractions dans le dos abominables. Donc là, il était dans le bon sens, tout cool, tout peinard. En plus, bah, j'ai accouché un peu plus tôt, donc je sais pas si ça joue, mais il était plus petit. Enfin, et donc, du coup, bah, moi, j'ai rien senti. Donc, quand on a appelé la sage-femme, je pensais que j'étais à 4 centimètres. Enfin, j'étais tout Ouais. au début, quoi. Mais en fait, non, on l'a rappelé, bah, le col avait franchi. Là, elle nous a dit, venez, venez. Et c'est après que j'ai compris que j'avais perdu le bouchon muqueux, tout ça, que je l'avais vu, mais je m'étais dit, je sais plus ce que c'est ce truc. Donc oui, on l'a eu plusieurs fois au téléphone, pour la prévenir, mais au final, je pense qu'on l'a appelé vers 6 heures du matin et il est né 1 heure après. Donc je pense qu'au final, c'est bien qu'on soit pas parti parce que sinon, le temps qu'on prépare, qu'on était en immeuble, qu'on sorte la voiture, gna gna, Ouais. fallait qu'on dépose mon fils aîné chez la nounou. Enfin, je pense que j'aurais accouché, Sur le sur trottoir. la route, quoi. C'est ça. Donc ouais, je pense que au final, c'est bien Oui, c'est pas plus parce que mal. maintenant que j'y repense en le racontant, c'est vrai qu'on l'a appelé 1 heure avant qu'il naisse. Donc ouais, je pense que c'est mieux qu'on soit resté à la maison au final. Oui, On n'avait pas le temps d'aller là-bas, en fait. ouais. Et du coup, votre aîné était là. Comment vous avez réussi à gérer ça? Ah bah lui, donc je disais la veille, c'était son anniversaire, donc il avait sa grue. Il est venu juste à côté de moi dans la baignoire. Il a vu le bébé, il a dit c'est ça. Je dis oui, et il est reparti jouer. Lui, ce qui est drôle, c'est qu'il a une excellente mémoire. Il s'en souvient, mais pas. Il jouait, il prenait son petit déj. Le petit frère y arrivait, bah normal quoi. Puis il est parti jouer. Il nous a juste demandé s'il allait rester tout le temps là. Genre, il est là pour les vacances ou on lui a expliqué non non, c'est ton petit frère, il reste. Ok, puis bah voilà, il a fait sa vie. Oui. Et du coup, pour la suite, donc tu as fait la délivrance à domicile, c'est ça que tu disais, il me semble? Oui, avec la sage-femme, par contre. Elle Oui, était c'est ça. arrivée, entre-temps, et là, je lui ai dit, enfin, elle m'a demandé si je voulais que j'attende un peu, je sais pas quoi. Je lui ai dit, non, vas-y, aide-moi, je veux ça sort, je veux sortir de la baignoire. En fait, ça s'était passé tellement vite que c'était pas clair dans ma tête. J'avais l'impression que le Oui. bébé était relié à moi. Enfin, j'avais une espèce de sentiment bizarre. Bah, j'étais un peu prisonnière dans la baignoire parce que j'étais tellement un peu sous le choc, les muscles tétanisés que j'arrivais même pas à me lever. Donc, elle a dû m'aider à sortir. En plus, elle venait de se plisser l'épaule. Donc, je me suis dit, non, je culpabilisais trop. Enfin, à ce moment-là, je me voyais pas du tout sortir la baignoire. Je savais pas comment c'était possible. Donc, elle m'a sortie. Après, donc, bah, entre-temps, la deuxième sage-femme est arrivée. Elles m'ont mis dans le lit, elles m'ont couverte. Elles ont couvert le bébé. Elles ont vérifié que tout allait bien. Moi, pareil, ils ont vérifié le niveau hémorragie. Bah, j'avais aucun souci là-dessus. Donc, voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai commencé à me détendre une fois qu'elles étaient là. Je me sentais en sécurité. Je voyais qu'elles étaient toutes détendues, que elles m'ont inspecté. Enfin, ouais, voilà, elles m'ont dit tout allait bien. Donc, à partir de là, voilà, moi, je suis vraiment redescendue en stress. Et voilà, du coup, je me sentais en sécurité Oui. et le bébé aussi. Oui, ça t'a permis d'atterrir peut-être aussi. Et du coup, la question que je me posais, c'est quand ça se passe comme ça, parce que c'était clairement pas prévu que t'accouches chez toi, c'était pas ton projet et de toute façon, c'est pas le but des maisons de naissance. Je me demandais comment s'est passée la suite le jour de ton accouchement. Est-ce que t'as été obligée de passer par l'hôpital pour des vérifications vu que c'était inopiné ou la maison de naissance est habilitée à vérifier tout ça et il n'y a pas de besoin en plus? Bah, alors là, pour ma situation, non, il n'y avait pas de besoin parce qu'en fait, tout allait bien. J'avais pas de déchirure particulière. J'ai pas eu d'hémorragie. Le bébé allait bien. Après, c'est vrai que c'était la première fois que ça se présentait à Manao. Depuis, on a vu un protocole
avec le SAMU, dans quelles circonstances ils sont appelés. Après, c'est Oui. vrai que moi, vu que j'avais accouché, c'était un peu comme si j'avais accouché à la maison. J'aurais pas eu Manao, j'aurais accouché à la maison de la même façon. Là, c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que ma sage-femme était en route parce qu'on devait se retrouver à la maternité. Au final, bon, bah, elle a poussé plus loin et de toute façon, elle serait arrivée plus vite que le SAMU parce qu'elle était en route. J'habite juste à côté, elle savait où j'étais. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour la suite, on a mis en place un protocole pour ce genre de situation. Et on informe bien aussi les mamans à la réunion d'information que le but des maisons de naissance, c'est pas d'accoucher à domicile. Enfin, Oui. c'est clairement pas l'objectif. Donc bon là je parle plus en tant que présidente du coup de Manao, en tant que maman qui a accouché de façon inopinée. Nous on est très clair dans le discours que l'accouchement à domicile n'est pas l'objectif des maisons de naissance. Et si c'est le projet de naissance, il faut pas qu'elle vienne à Manao. C'est pas Oui, c'est compatible. pas le dossier est pas accepté quoi dans un cas Mm, celui-là. c'est Je ça. vois. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais un mauvais pressentiment sur les chambres, enfin qu'il y avait quelque chose qui te faisait bloquer. Je me demande à quel point toi tu t'étais figuré la probabilité, sans le choisir de manière consciente comme on disait, hein, c'était pas ton but, mais à quel point tu t'étais préparé à l'éventualité, vu qu'en plus c'est un deuxième, ça va plus vite parfois ou ce genre de choses, à l'éventualité d'accoucher chez toi, et à quel point t'étais sereine avec l'idée ou à quel point ça pouvait te créer des peurs. Alors, c'est vrai que si c'était plus facile d'accoucher à domicile en France, j'aurais peut-être fait ce choix. Je me disais que ça pouvait être bien. Après, vu que j'ai eu des soucis pour mon premier accouchement, pour moi, c'était pas du tout envisageable parce que, enfin, comme je disais, j'ai failli partir en césarienne. Enfin, à un moment, je suis tombée dans les pommes quand ils m'ont posé la péridurale. Bon, je sais que c'est lié à la péridurale, mais ça m'est arrivé bah, j'étais en train de m'évanouir. Le bébé, du coup, son rythme décéléré. Donc, il y a un moment, quand j'avais pas mes lunettes, j'ai de mauvaise vue, j'avais pas mes lunettes. Maman, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que la gynéco était là. Je me suis dit, si la gynéco est là, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, je l'ai vraiment vécu du truc qui bascule en 30 secondes et même pas quand j'ai 30 secondes, je suis large. En quelques secondes, le moment bascule. Donc, Ouais. c'est vrai que pour moi, c'était pas, je l'avais pas du tout conscientisé que j'accoucherais à domicile. Juste la veille, j'en avais parlé à mon conjoint en disant, ah, j'aurais bien aimé si c'était plus simple avec plein de si qui n'étaient pas réunis. Mais voilà, je lui ai dit, pour moi, c'est hors de question. Je vais accoucher dans un milieu sécurisé parce que pour mon aîné, j'étais à deux doigts de partir en césarienne et c'est par les petits gestes médicaux qu'ils ont eus qui m'ont permis de reprendre l'intention. Ils m'avaient fait des trucs, ils m'avaient mis du spray dans la bouche. Enfin, il y a eu des petits gestes qui ont fait que, bah voilà, je suis repartie, je me suis pas évanouie, mais je veux dire, ça me serait arrivé à domicile, je sais pas ce qui se serait passé, quoi. Enfin, parce que je perdais j'étais en train de perdre connaissance. Donc voilà, pour moi, c'était pas, même si je trouve l'idée belle et séduisante d'accoucher à domicile, c'était pas mon souhait parce que pas assez sécure et trop compliqué en France. C'est clair, j'aimerais bien que ça Mm. soit plus simple par militantisme pour que mon objectif, enfin, pas un objectif, mais la valeur, c'est que chaque femme puisse choisir sa méthode d'accouchement. C'est pour ça que je Oui. suis aussi engagée à Manao. Mais voilà, moi, j'ai choisi Manao parce que c'est carré, c'est formalisé, c'est sécurisé. Enfin, comme on disait, il y a un cadre qui est très rassurant Oui. et qui me convenait. Mais c'est vrai que par rapport à cette mauvaise impression, quand j'étais dans les salles de naissance, je me disais, enfin, dans les chambres de naissance, je me disais vraiment, en fait, c'est parce que je vais pas accoucher là, je vais accoucher en maternité. Enfin, moi, j'étais Oui. convaincue que Oui, j'allais, cette j'allais question. demander la péridurale. Enfin, c'était même pas que j'allais avoir un problème de santé ou le bébé qui nécessitait un transfert. C'est vraiment que j'étais pas capable d'accoucher naturellement, que j'allais craquer, que j'allais demander la péridurale. Ouais. C'est ça, l'explication de cette appréhension. Je vois. Merci du coup pour ton récit. On va passer maintenant plus à la partie sur le postpartum avec Julie. Pour en revenir au moment de la délivrance, il y a eu ce moment où les sages-femmes sont arrivées, où tu as eu ce besoin d'être accompagnée par elles, où elles t'ont aidé à sortir de la baignoire, à te mettre au chaud sur le lit. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ta délivrance et le postpartum direct, c'est-à-dire ce qu'elles ont fait? Du coup, tu disais que les constantes étaient bonnes, mais qu'est-ce qu'elles ont fait peut-être pour te rassurer aussi de la situation, parce que, comme tu le disais, t'étais dans un sentiment ambivalent, hein. J'imagine à la fois contente d'avoir ton bébé et à la fois un petit peu dans l'étonnement de tout ce que tu venais de vivre finalement. Qu'est-ce qu'elles ont apporté à ce moment-là, à ton accouchement ou dans le cadre de ton postpartum direct? Bah, j'avoue, déjà, quand j'ai vu ma sage-femme, pour moi, c'était bon, tout allait bien, elle était là. S'il y avait un souci, elle allait gérer. Enfin, c'est vraiment la personne que j'étais plus heureuse de voir de toute ma vie. Quand elle est venue, je m'en souviens, elle est arrivée dans la salle de bain, il faisait chaud, elle a enlevé son gilet, elle m'a dit tout va bien, je suis là. Et moi, c'était bon. Déjà,
je savais que j'étais entre des mains expertes et que voilà, qu'elle allait m'aider. Après, voilà, j'ai vu qu'elle avait vérifié deux, trois trucs. Voilà, vu que niveau saignement, c'était bon. Elle a regardé un peu le bébé. Après, comme je disais, bah, du coup, elle a confié le bébé à l'autre sage-femme. Elle m'a aidé pour la délivrance du placenta. Bon, voilà, en disant, moi, j'étais OK qu'elle m'appuie un peu sur le ventre, tout ça, parce que j'avoue que enfin, je lui ai dit, moi, je veux en finir, quoi. Alors, finalement, l'accouchement a été facile, mais je crois que je voulais vraiment, passer à l'étape d'après, d'être plus rassurée. Donc voilà, du coup après elle m'a sortie, elles m'ont mise dans le lit, mais elles ont vérifié plusieurs choses. Après j'avoue j'avais le bébé à ce moment-là sur moi, donc j'avoue je les ai laissés faire. La sage-femme 2 a pas mal aidé pour occuper mon fils aîné aussi, parce que du coup il commençait à venir faire le curieux, donc elle s'est un petit peu occupée de lui. Et la sage-femme 1 du coup est restée avec moi. Bon bah comme j'avais allaité longtemps l'aîné, bah j'avais toujours du lait en fait enceinte. Donc du coup j'ai eu du colostrum instantanément. Comme j'avais fait en plus du diabète gestationnel, on m'a dit allez c'est bon on y va, t'en as plein, on en profite. Elle a donné la petite cuillère au bébé en plus de la tétée d'accueil, le colostrum. Elles sont restées plusieurs heures. J'avoue que je pense que comme beaucoup, ces heures passent très vite, on s'en rend pas compte en fait, enfin, du temps qui s'écoule. Donc elles sont restées plusieurs heures. Bon, elles ont constaté tout allait bien. Donc après voilà, je sais qu'elles ont un peu vérifié avec elle, vu la circonstance, qu'est-ce qu'il convenait de faire, parce que comme je disais, c'était pas prévu. Et voilà. Et après du coup, j'ai eu le suivi classique. Où elle est revenue de mémoire, c'est 12 heures après la naissance pour la première visite. Enfin voilà, c'est assez régulier les visites à domicile. Et c'est vrai, moi j'ai eu aucun souci, que ça soit au niveau de l'allaitement, du poids du bébé. Enfin voilà, non, j'ai pas du tout de problème postpartum. Oui, je voulais justement aussi, par rapport à ce suivi postpartum du coup un peu plus élargi, que tu nous expliques le déroulé en quelques mots, même si c'est pas très précis, c'est pas grave. C'est pour qu'on ait une idée globale de à peu près combien de fois elles peuvent venir, à quelle fréquence. Est-ce que c'est tous les jours, tous les 2 jours, pendant plutôt 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Est-ce que ça peut être à ta demande ou est-ce que c'est elles qui ont un protocole aussi à suivre? Comment ça s'est passé un petit peu tout ce suivi à domicile? De mémoire, la sage-femme revient dans les 12 heures après la naissance et après tous les jours pendant plus d'une semaine. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu aucun souci, que ça soit niveau allaitement ou de prise de poids du bébé. Donc, on a fait aussi en fonction du besoin. Je sais qu'elles sont joignables aussi, enfin, 24 heures sur 24, s'il y a besoin. Enfin, mais voilà, moi, j'ai pas eu du tout de difficultés. Donc, de mémoire, c'est très, très régulier les visites les premières semaines et après, enfin, je pense pendant le premier mois. Enfin, on est allé à l'hôpital finalement. Mon fils Maë a fini par aller à l'hôpital. Il avait 3, 4 jours pour la visite avec le pédiatre de l'hôpital, de la maternité partenaire. Voilà, bon, pareil, il y avait aucun souci, aucune difficulté. Et moi, de mémoire, j'avais revu un pédiatre, il avait 1 mois, parce qu'il avait un petit souci de reflux. Enfin, c'est le pédiatre qui nous a accompagnés parce en fait, il souffrait d'hypertonie. Donc voilà, du coup, il nous a plus conseillé des positions dans lesquelles le mettre, des conseils sur l'allaitement aussi. En fait, fallait pas trop l'allaiter. Enfin, il fallait faire attention qu'il ait pas trop de lait, parce que c'est ce qui provoquait le reflux. Mais voilà, du coup, après, oui, on est arrivé en parcours classique, tous les mois chez le pédiatre. Et moi, j'ai commencé aussi ma rééducation du périnée, qui permettait aussi aux sages-femmes de revoir le bébé, de refaire aussi les petits contrôles qu'elles ont l'habitude de faire. Oui, donc du coup, ce qu'on comprend, c'est que ta rééducation du périnée, tu l'as fait avec tes sages-femmes de Manao qui avaient fait ton suivi, en fait, finalement, de grossesse et d'accouchement. Oui, en plus, moi, ça, j'avoue, que quand j'ai choisi le parcours Manao, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que pour mon premier parcours, de rééducation du périnée, ça avait été une galère totale parce que j'arrivais pas. Avec la méthode classique et la sage-femme perdait patience. Enfin, à la fin, j'avais même plus envie d'y aller parce que ça se passait mal. Et c'est vrai qu'avec ma sage-femme qui faisait une autre méthode de visualisation, moi, ça m'a vraiment parlé. Et là, je l'ai vraiment fait une vraie rééducation du périnée, vraiment efficace. Tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais partie du conseil d'administration et que tu étais actuellement présidente de Manao. Tu nous as parlé de ça sous finalement le regard de l'investissement qui était un peu nécessaire de la part des usagers pour aussi aider les maisons de naissance à vivre, à proposer des activités à tous les parents et futurs parents. On se demandait ce qui avait motivé cet investissement. Vu que c'est arrivé après ton accouchement, qu'est-ce qui, dans ton vécu, finalement, t'a amené à participer à la vie de Manao?
Bah, alors, je saurais pas forcément l'expliquer, mais je pense qu'on peut dire que j'ai une fibre associative, parce que j'ai commencé à faire du bénévolat quand j'avais 16 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le parcours à Manao, j'avais pas forcément plus pensé à ça, à m'investir, bon, déjà parce que je travaillais. Bah, voilà, j'avais un travail à plein temps, un petit, on venait d'arriver à La Réunion, on n'avait pas de famille. Donc, j'étais pas disponible, ou en tout cas pas dans ma tête, assez difficilement. Et c'est vrai que c'est petit à petit, en constatant qu'il y avait des ateliers, des petits événements qui étaient organisés, que j'ai commencé à participer aux réunions. Et voilà, et après, on a su aussi que l'ancienne présidente, donc, a quand même porté la maison de naissance, tout le dossier de demande initiale, toute la mise en place, bah, ne se voyait pas repartir. On avait à ce moment-là travaillé sur les statuts, parce les statuts de la SOE n'étaient pas adaptés à notre situation. Mm. Et voilà, du coup, on a monté un petit groupe d'usagers. Et puis, bah, finalement, quand s'est posé la question de la présidence, moi, je l'envisageais pas du tout. Et voilà, la sage-femme coordinatrice, donc qui était ma sage-femme, voilà, m'a proposé, elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi. Et donc, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Je pense que la raison première, c'est ce que je disais, c'est l'aspect militantisme, de pouvoir proposer aux femmes une alternative et le choix. Enfin, pour moi, c'est du féminisme, c'est la posture une femme, une sage-femme. Les maisons de naissance répondent à ça. Alors, il y a aussi beaucoup d'hôpitaux qui font un énorme travail pour améliorer leurs conditions d'accueil. Enfin, voilà, l'idée, c'est pas d'être contre les hôpitaux ou contre les autres formes d'accouchement, c'est de proposer cette solution-là. Enfin, pour moi, l'idéal, ce serait que les femmes puissent choisir d'accoucher en maternité, choisir d'accoucher de façon naturelle avec une maison de naissance, choisir d'accoucher à domicile sans que ça soit un parcours du combattant, ou une autre type. Enfin, il y a aussi, quand je dis hôpitaux, maternité, c'est une réalité qui est diverse. Il y a différents types d'hôpitaux qui proposent aussi de plus en plus des choses plus naturelles. Mais voilà, en tout cas, c'est ce militantisme de base. Et comme je disais tout au début, c'est aussi de revaloriser ce métier de sage-femme, parce que je me suis rendu compte que moi-même, je connaissais très peu ce métier, et qu'au final, elles étaient très qualifiées, qu'elles avaient fait 5 ans d'études, que notamment bah, les sages-femmes qui nous accompagnent en maison de naissance sont extrêmement qualifiées. Elles font des formations très régulières supplémentaires. Voilà, moi, c'était aussi cet aspect-là de mieux considérer ce métier. Et ce que je me dis par extension, c'est que s'il est mieux considéré, peut-être qu'elles seront mieux considérées en milieu hospitalier, qu'elles auront plus de temps par patiente. Parce qu'on voilà, on sait toutes qu'elles souffrent aussi de la situation en milieu hospitalier, enfin, que la situation est subie. C'est pas du tout choisi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a fait que j'avais décidé de m'engager. Et en version plus locale, c'était aussi pour aider les sages-femmes bah, qui m'ont accompagnée, en me disant que le travail administratif qu'on faisait, ça leur faisait ça aussi en moins faire, parce que ce qui est difficile, je pense, pour elles, enfin, c'est mon opinion, peut-être que j'imagine qu'elles auront sûrement une vision différente, c'est qu'elles sont déjà très impliquées en tant que sage-femme, au sens où Mm. enfin, elles font des horaires de fou. Moi, pour ma Ouais, première avec les astreintes et tout. Ouais. voilà, pour mon premier accouchement, on était quand même 4 par séance, donc c'était de l'optimisation à bloc. Là, on est une par séance, on fait toujours beaucoup plus longtemps que ce qui est payé par la sécurité sociale. Enfin, elles ont un investissement de fou en temps pour accompagner les parents. Et en plus, bah, il y a un volet quand même administratif des maisons de naissance qui est lourd, qui est pas passionnant, et qu'elles doivent fournir en plus de tout le reste. Oui, c'est vrai. Merci pour cette réponse. C'est vrai que revaloriser ce métier, ça serait intéressant, comme tu dis, en fait, à tous les niveaux, peu importe le milieu dans lequel elles évoluent et dans lequel elles œuvrent. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'en maison de naissance, il y a aussi beaucoup de bénévolat et d'astreintes qui sont faits de leur part. Donc c'est une charge supplémentaire qui ajoute à leur qualité d'accompagnement et de prise en charge en fait. En tout cas, merci de nous avoir un peu éclairé sur ton investissement à Manao. Et maintenant, on va conclure tranquillement cette interview. Tout à l'heure, tu nous parlais là du choix d'accouchement, notamment pour toutes les femmes, et tu nous as parlé aussi un peu plus tôt de ce souhait que tu aurais eu peut-être d'accoucher à domicile, mais qui n'a pas été ton projet final, pour diverses raisons qu'on expliquait tout à l'heure. Et du coup, je me demandais ce que tu aurais fait si on avait refusé notamment ton dossier à la maison de naissance. Quel aurait été ton autre projet? Qu'est-ce que tu aurais monté comme projet si ça avait été le cas? Je pense que je serais partie sur la formule classique, donc d'un suivi sage-femme. J'aurais essayé de trouver une sage-femme quand même branchée physio, tout ça, et après j'aurais accouché en maternité. Ouais.
Et quel genre de projet t'aurais envisagé? Est-ce que tu aurais écrit un projet de naissance? Ça arrive parfois qu'on écrit un projet de naissance. Enfin, quelles étaient tes nouvelles prédispositions avec cette nouvelle grossesse qui fait que t'aurais peut-être choisi des choses différentes de la première fois ou pas, ou t'as quand même apprécié ta première expérience et t'avais pas besoin de repenser ton projet. Enfin, qu'est-ce qu'il en est des envies que t'avais dans cette nouvelle grossesse pour ton accouchement? Pour le premier, j'avais fait un projet de naissance, après qui n'avait pas été totalement respecté. Je sais Ouais, que ils m'ont mis de l'ocytocine sans me le dire. Enfin, on l'a tout en fait. Ça c'est un petit sujet, hein, mais il y a des gestes, même s'il y a énormément de progrès, il y a encore des petits gestes des fois qui sont faits sans informer la femme. Donc je pense que j'aurais réaffirmé mon projet de naissance et oui, j'imagine que j'aurais essayé de plus me former sur l'accouchement physio que je l'avais fait pour l'aîné. Après, c'est difficile à dire a posteriori parce qu'en fait, j'ai oui, appris énormément via mes sages-femmes. Donc, oui, voilà, moi, j'avais pas conscience de tout ce qu'il fallait apprendre, enfin, tout ce qu'il était préférable d'apprendre et de savoir pour un accouchement physio par rapport à la première grossesse. Déjà, je savais même pas ce que c'était d'être enceinte, je savais pas ce que c'était d'accoucher. Donc, oui. c'est difficile à dire, mais je suis sûre que j'aurais par contre essayé de trouver voilà, une sage-femme qui m'aurait pu s'accompagner dans ce choix-là. Ouais. Et du coup, tu habites assez proche de la maison de naissance, de ce que tu nous disais aussi tout à l'heure. Jusqu'à combien de temps ou de kilomètres tu penses que tu aurais accepté de faire si tu n'avais pas eu cette opportunité d'habiter aussi proche de la maison de naissance? Bah, je l'avoue, compte tenu des conditions de circulation à La Réunion, qui sont extrêmement embouteillées, Oui, j'aurais pas été très loin. Je sais que Manaus, c'est le périmètre de 40 kilomètres. Au-delà, les femmes peuvent, mais il faut qu'elles se rapprochent, qu'elles trouvent un logement le dernier mois du terme, oui, proche de Manao. Mais moi, je pense que je sais pas si je l'aurais fait, sachant qu'en plus, à ce moment-là, je savais pas tout le bénéfice que j'allais avoir de oui. Manao. Enfin, ça restait un choix un peu comme ça. Enfin, là, c'est sûr maintenant. Enfin, bon, À la situation posteriori. suppose pas que je peux plus avoir d'enfants, mais j'aurais un troisième, j'habiterais plus loin. Clairement, je me démènerais pour accoucher à Manao, quitte à payer un mois de loyer à côté. Enfin, voilà, c'est clair que à refaire, ça serait Manao sur pas à domicile à Manao, que je puisse enfin goûter à cette baignoire, à ces jolies chambres. Mais voilà, je pense que je serais prête, maintenant que je l'ai vécu en tout cas plus facilement, Oui, à essayer d'accoucher, enfin, voilà, même si j'habite plus loin. oui, oui, à tout faire. Non, je comprends tout à fait. Maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure de maternité et tout ce que ça t'a apporté d'accoucher à la maison de naissance et même dans l'après-coup, tout ce militantisme, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Une maison de naissance, en tout cas de mon expérience, ça a été ma plus belle expérience de vie. Je le dis souvent quand j'en parle de mon accouchement, c'est qu'il y a beaucoup d'événements difficiles qui nous font, et voilà, c'est souvent à ce moment-là que je pleure. Il y a, donc, dans la vie, on peut avoir beaucoup d'événements qui nous changent, et souvent, c'est des événements dramatiques. Oui, Ça peut être le décès, la maladie que j'ai connue. Et finalement, Manaus, ça m'a transformée positivement, tout en étant une expérience positive. C'est pas quelque chose de triste, en fait. C'était que de la joie, que du bonheur. c'est cool que tu aies pu le vivre du coup. Ça répare peut-être des choses aussi. C'est C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais oui. Bah, en tout cas, c'est oui, une chance que tu aies pu avoir un peu de positif. Et en effet, il y a plusieurs types de situations dans une vie qui peuvent nous faire évoluer et c'est souvent négatif. Donc, je pense que Julie me rejoint sur le fait qu'on est bien contente que tu aies eu l'occasion d'avoir une expérience positive qui t'ait changé et qui t'ait apporté autant. Merci pour cette nouvelle définition et pour ce récit et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On espère comme toujours que nos auditeurs et nos auditrices entendront à travers ton récit à la fois ce qu'implique un projet en maison de naissance dans l'investissement, comme on disait, mais aussi toute la richesse que ça apporte et également, comme tu nous concluais tout à l'heure. On, on espère aussi que les personnes qui ont peur d'accoucher chez elles de manière inopinée sauront se préparer et peut-être aussi se rassurer sur cette éventualité grâce à tout ce que tu as pu partager. Et au fait que peut-être ta préparation à la maison de naissance aussi t'avait donné tous les outils pour accueillir cet enfant, peu importe les conditions. Ouais.
Merci en effet pour tout ton partage. Et comme il est un peu de tradition dans notre podcast pour finaliser nos interviews, on aimerait savoir si tu as quelque chose à partager aux personnes qui nous écoutent pour les aider à aborder une grossesse ou un accouchement physiologique, une petite astuce ou un petit tips qui, toi, t'a aidé malgré tous tes doutes jusqu'au jour J. Je répondrais de façon globale qu'il faut se faire confiance, que notre corps est capable, qu'on en est capable. Après, c'est un peu la blague souvent entre nous. Moi, c'est le tips qui m'a aidé, c'est bouche molle, col mou. Enfin, c'est tout bête, mais en fait, il faut être détendu. Si on est stressé, si on est contracté, le bébé va pas descendre. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis beaucoup répété, étant de nature anxieuse, c'était de me dire, faut que je me détende parce que si je stresse, voilà, c'est à ce moment-là qu'il risque d'y avoir une complication. Enfin, en tout cas, de tout ce que j'en ai lu, des lectures que j'ai eues, des témoignages de récits d'accouchement physiologique, c'est ce que j'en retire, c'est que le moindre petit stress peut entraîner complication, alors que la détente, le fait d'être bien-être, c'est pour ça que les maisons de naissance sont aussi dans un état d'esprit cocooning, c'est voilà, de se sentir bien en sécurité, fait que voilà, le bébé va descendre tout seul à son rythme. Et oui, il faut accepter ce qui se passe dans son corps, le rythme du bébé. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais moi j'avais un petit peu bloqué la naissance de mon bébé puisque par rapport aux dates de terme, pour moi mon deuxième ne pouvait pas naître avant l'aîné vu que le terme était plus loin, et du coup c'est pour ça que le travail a commencé quand on a fini de fêter l'anniversaire de l'aîné. Enfin, moi j'avais bloqué, je savais qu'il était prêt un petit peu plus tôt que qu'il est né, mais je ne voulais pas qu'il naisse avant l'anniversaire de mon fils. Donc voilà, je dirais en résumé de se faire confiance, de se détendre, même si c'est facile à dire. Et bouche ouverte, col mou, ça marche bien. Eh ben écoute, merci pour cette petite astuce. Je comprends ce que tu veux dire, que n'importe quel stress peut bloquer ça, et en effet la détente est un conseil, je pense, sage et avisé, même si c'est facile à dire en théorie. Après, chacun vit ce qu'il a à vivre le moment venu. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour tout ton témoignage, pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton investissement aussi dans le contexte de Manao et puis à plus grande échelle au niveau national. On est ravi que tu nous aies accordé ta confiance et que tu viennes parler et partager toute ton expérience à notre micro. On vous souhaite beaucoup de belles choses à toi et à toute ta famille. Et puis, on te dit à bientôt. Au revoir, Floriane. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir Floriane. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.